Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors on va aborder deux sujets avec Rénal Duberger aujourd'hui pour sa chronique qui sera un peu plus longue que d'habitude parce que là on a un livre très important qui est sorti, qui est celui du conseiller scientifique de Barack Obama, donc Climat à la part d'incertitude de Stephen E. Kooning. Alors j'ai acheté la version numérique que j'ai dans mon Kindle. Et puis, c'est aux éditions L'Artilleur, vous pouvez ici au Québec. Et on parlera aussi de la COP27, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 6 novembre au 20 novembre. C'est très complémentaire avec la première intervention. Alors, je commencerai par une question, Reynald, concernant ce livre. On est assez surpris, voire dans l'introduction, parce que bon, on sait qu'Obama est quand même un homme de gauche, donc plutôt un interventionniste du point de vue du climat, qui croit à tous ces rapports scientifiques, mais ce monsieur semble dire dans son introduction que les activités humaines n'ont pas eu d'impact détectable sur les ouragans au cours du siècle passé, que la calotte glaciaire du Groenland ne diminue pas plus vite aujourd'hui qu'il y a 80 ans, et donc l'impact économique net des activités humaines sur le changement climatique sera minimal au moins jusqu'à la fin du siècle actuel. Alors on est surpris parce que les accords de Paris, dont on va parler après, on aurait été plutôt pas surpris de lire qu'au contraire. Alors qu'est-ce qui fait que ce monsieur a ce propos-là qui pourrait choquer certains? Mais Bon, tu as mentionné que Stephen Koonin était le conseiller scientifique spécial de Barack Obama. Oui, bien que Barack Obama soit un homme plutôt de gauche, ses politiques climatiques étaient beaucoup moins radicales que celles qu'on rencontre en Europe, en France en particulier, et au Canada aussi. Hein. Il n'y a aucune subvention, Obama ne permettait aucune subvention aux énergies renouvelables, comme nous on fait. Aucune subvention pour la rénovation des bâtiments là, pour aider à les isoler. Aucune subvention à la voiture électrique non plus, comme on fait ici et comme on a tendance ici aussi à faire en Europe. Pas d'interdiction non plus en 2035 de vente de moteurs thermiques, contrairement à ce qui semble la pratique ici. Pas de neutralité carbone promise non plus pour 2050. Donc, Obama était quand même un peu moins sévère, un peu moins drastique sur cette question climatique que ne le sont la majorité des pays occidentaux. Hein. Cela dit, Stephen Koonin, il n'est pas tombé de la dernière pluie. C'est un scientifique de très haut calibre, un professeur de physique retraité de Caltech, qui, avec MIT, est la plus grande, la plus prestigieuse école de formation d'ingénieurs aux États-Unis. De Guerlas, voyant qu'après quelques articles qu'il a écrits dans le New York Times et dans d'autres journaux américains, voyant l'opposition à sa prise de position contre le GIEC, de Guerlas, il s'est mis à écrire en 2021 un livre qui est devenu un best-seller. C'est le livre qui est toujours numéro un des ventes aux États-Unis. Moi, je l'ai en anglais, ça s'appelle Unsettled, ce qui veut dire non résolu. Rappelez-vous de la motto de Al Gore, Science is settled. La science est établie en parlant du climat. C'est pas vrai. La science est loin, très loin d'être établie. La version française de ce livre que tu as souligné, qui s'appelle Climat, un doute raisonnable ou quelque chose comme ça. la part d'incertitude. La part d'incertitude, voilà, vient de sortir en France et peut-être ici aussi, quand j'ai regardé sur Archambault et sur Renaud Bré, et c'est marqué apparaître. Donc, c'est disponible sur Amazon, mais à prix très cher. Moi, je préfère la version anglaise que j'ai payé 23,80 seulement, tandis que la version française coûte au-delà de 40 ou 50 sur Amazon. Bref, euh, on retrouve certaines vérités ou certaines mises au point. Tu en as mentionné quelques-unes d'entrée de jeu.
dans son livre concernant le climat. Les deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2, ce que nous savons du réchauffement de la planète, modeste influence humaine. Effectivement, les deux premiers chapitres sont faits pour une sorte de mise au point, oui. Oui, en fait, la force de Koonin, c'est qu'il est un spécialiste des modèles. C'est un modélisateur. Il a même écrit un livre qui fait référence sur la modélisation. Et on sait que les fameux scénarios qu'on prévoit pour l'an 2100 sont essentiellement basés sur des modèles calculés par ordinateur. Et met en évidence les incertitudes énormes dans ces modèles-là, qui, entre autres, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'ils ne rendent pas compte des observations. Autrement dit, si on a des données maintenant par satellite depuis 1979, donc on peut regarder ce que donnent les modèles, puis les comparer les modèles aux vraies observations. Et les modèles surchauffent tous. Ils donnent tous des températures exagérées par rapport à ce qu'on observe depuis 1979. Et la fameuse cible du 1,5 degré Celsius qu'il ne faudra pas dépasser à l'aube du prochain siècle, ben, si la tendance se maintient, comme on dit à Radio-Canada, ben, ça va être en dessous de 1,5. Là. Si on ne fait rien, là, si on ne contribue pas à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un alarmisme là, qui est nettement exagéré. Il y a d'autres choses aussi que Koonin met en exergue. Par exemple, les statistiques sur les canicules. Vous avez vu cet été en France, les gens sont excités en voyant les feux de forêt. Oui, il y avait des canicules, mais les canicules pour les États-Unis, parce que Koonin se concentre sur son continent américain, aux États-Unis, les canicules ne sont pas plus fréquentes qu'elles ne l'étaient en 1900. Hein? Puis on a des chiffres pour démontrer ça. Ensuite, il démontre que les influences humaines n'ont pas provoqué de changements observables dans les ouragans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le nombre des victimes des tornades aux États-Unis a été divisé par 10 depuis 1875 et la surface totale de la planète, des zones qui sont dévastées par les incendies de forêt, ça a diminué de 25% depuis 1998, contrairement à ce qu'on vous a seriné puis ennonné tout l'été sur les plateaux de télévision français. Les décès dus à des événements météorologiques qu'on dit extrêmes, hein, ces décès-là sont 80 fois moins fréquents qu'il y a un siècle. Vous ne saviez pas ça, hein? La hausse du niveau des mers, hein, qui est 3,2 mm par année en moyenne, hein, entre 93 et 2010, c'était la même chose entre 1920 et 1950. Il n'y a pas d'accélération de la montée du niveau des océans. Hein? Il est très difficile de croire dans ce contexte-là qu'il y a des littoraux comme New York puis la Statue de la Liberté qui devraient se retrouver les orteils dans l'eau d'ici une cinquantaine d'années. C'est des scénarios qui sont apocalyptiques et qui sont totalement exagérés et donc irréalistes. Tu fais référence justement au chapitre 6, 7 et 8 où il parle de tempêtes et terreurs, précipitations, inondations et feux de forêt. La mer va-t-elle nous submerger? Et tu viens de répondre justement à l'introduction du chapitre sur l'apocalypse, ni aujourd'hui ni plus tard. Et sur les conséquences pour l'être humain aussi. Hein, de 1961 à 2011, là, les rendements en céréales, le blé, le riz, le maïs, ont plus que doublé. Hein, on prétend que ces événements météorologiques extrêmes dus au réchauffement météorologique anthropique vont créer des famines. C'est pas vrai. La tendance à l'heure actuelle a démontré le contraire. Et donc, le réchauffement climatique aura un très, très faible impact sur l'économie. Et aussi, il mentionne que doubler la quantité de CO2, ça revient à peindre un carreau noir sur une fenêtre qui est déjà noire. Et ça, c'est un
un aspect du réchauffement climatique sur lequel les scientifiques ne s'entendent pas. Au-delà d'une certaine quantité, d'un certain nombre de ppm de CO2 dans l'atmosphère, vous auriez beau doubler ou tripler la quantité de CO2, la température de l'atmosphère augmentera à peine parce qu'il y a un degré de saturation qui a tout l'infrarouge qui avait à être absorbé, aura été absorbé. Alors, il nous attire vers qui a foulé la science aux pieds et pourquoi il faut sauver la méthode scientifique. Est-ce que tu pourrais nous, toi qui es un scientifique, justement, nous expliquer en quoi c'est important ces deux chapitres parce que tous les propos que tu tiens confirment la réflexion de M. Ikounine, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de méthode scientifique ou qu'est-ce qui fait qu'on oublie cette méthode scientifique? En fait, la méthode scientifique, il n'y en a pas 36, hein? Il s'agit d'accumuler des données, de faire des mesures, de comparer ces mesures-là avec ce que les modèles qu'on prétend corrects puis qui ne le sont pas en réalité donnent, et puis de réajuster. Mais les réajustements de modèles qu'on appelle le tuning, le réglage, c'est à l'heure actuelle, c'est du bricolage. Hein? C'est basé sur aucune logique. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que on n'a pas de... La Terre a 4 milliards et demi d'années, et puis, avant l'invention du thermomètre, on avait zéro donnée. Il faut aller à ce moment-là dans des domaines qu'on appelle les proxys. C'est des indicateurs des climats passés, par exemple, comme les carottes de glace, hein, qu'on peut récolter au Groenland ou encore en Antarctique. Puis, par exemple, les carottes de la station Vostok en Antarctique ont démontré que la relation CO2-température n'était pas celle qu'on pensait. Hein? C'est la température qui fait augmenter le CO2 et non pas l'inverse. La courbe de CO2 est en retard de 5 à 800 ans derrière celle de température. Et quand on regarde comment fonctionnent les océans, c'est tout à fait logique. Le CO2, c'est un gaz qui a un comportement bizarre dans l'eau. Plus l'eau est froide et à haute pression, plus elle peut contenir de CO2 en solution. Qu'avons-nous dans le fond des océans? On a des très fortes pressions, puis on a des températures très basses. Donc, les émissions de CO2 résultant de l'action hydrothermale volcanique du fond des océans, qui est colossale, qui est énorme, fait rentrer en solution de plus en plus de quantités importantes de CO2. Bien sûr, il y a un brassage. Combien de temps ça peut prendre pour que ce CO2 qui est en grande profondeur, en moyenne à 6-7 km de profondeur, se rende en surface? Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais les phénomènes géologiques qui persistent présentement sont les mêmes, en gros, que ceux qui ont persisté par le passé. Donc, on donne à l'homme, à l'être humain et à ses émissions de CO2 anthropiques une importance beaucoup trop grande, à mon humble avis, parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne notre Terre, nos océans. On n'a pas d'inventaire, on n'a pas de bilan de CO2 ni de H2O, l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier, le gaz à effet de serre le plus important, le plus abondant, ce n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Et à ce sujet-là, Kounin soulève l'importance d'un paramètre qui est les nuages et les aérosols. On comprend mal la formation des nuages, on comprend mal les interactions qu'il y a entre les nuages et les aérosols qui ont, à son avis, puis aussi au mien, une importance capitale dans les changements climatiques. Justement, il affirme que la calotte glaciaire du Groenland ne diminue pas plus aujourd'hui qu'il y a 80 ans. Là aussi, c'est une rumeur, ou en tout cas pas du tout scientifique, la façon dont on analyse, soi-disant, la fonte des glaces, ou au contraire, parce qu'en fonction des pôles, on a l'impression qu'il y a plus de neige au pôle sud alors que c'était l'inverse. Enfin, c'est plutôt le dérèglement qui est de la norme, quoi. En fait, Kounin soulève son leitmotiv, c'est l'inconnu. Les réchauffistes, les climato-alarmistes pensent que la science est établie, on en connaît assez pour sonner l'alarme. Non, nous n'en connaissons pas assez. Et les alarmes que nous sonnons présentement, avec les conséquences qui en découlent sur
l'économie puis le bien-être des êtres humains sont très, très graves. Le remède que nous voulons appliquer est plus grave que la maladie qui n'a même pas été, je dirais, correctement définie. Donc, moi, je continue d'affirmer qu'il n'y a pas de preuve que l'homme soit le facteur principal qui contribue à changer le climat. Les climats ont toujours changé, ils changent présentement, ils continueront de changer dans l'avenir. Il faut arrêter de regarder notre petite bulle de vie humaine, un être humain, ça vit 80-90 ans, la Terre est 4 milliards et demi d'années, elle en a vu des bien pires que celles que nous vivons présentement. Elle a une force colossale comparée aux petites forces que l'être humain peut lui impliquer. Il n'y a personne qui est en train de menacer de façon irréversible la planète Terre présentement. On a tort de s'alarmer. D'accord. Alors, tu dis souvent que le climat est une notion régionale, locale, et non pas... parce qu'on a tendance à vouloir avoir un discours généralisant planétaire, et tu dis souvent que le climat est une notion locale. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là? Ce qu'on appelle climat, c'est un ensemble, c'est la température, c'est les vents, c'est les précipitations, c'est les événements qu'on dit météorologiques extrêmes pour une région donnée sur une période de 30 ans ou 40 ans. Par exemple, on peut parler du climat du nord-ouest du Pacifique, par exemple, hein, comme dans la région de Vancouver. On va parler d'un climat méditerranéen. Donc, la Terre n'a pas de climat, ce qui ne nous empêche pas de faire des calculs d'une température moyenne annuelle globale. Et oui, cette température moyenne annuelle globale augmente présentement, mais elle est loin d'augmenter de façon dramatique. Et comme je vous disais tout à l'heure, si la tendance se maintient, c'est en dessous de 1,5 degré Celsius qu'on aura de plus que maintenant en l'an 2100. Et même chose pour les niveaux de la mer. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'alarme à sonner. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe de scientifiques et d'ingénieurs. Nous sommes maintenant plus que 1200 de différents pays. On s'appelle CLINPEL, qui veut dire Climate Intelligence. Et nous avons publié un manifeste signé par nous, les 1200 membres. Et puis le titre qui coiffe notre déclaration s'appelle « Il n'y a pas d'urgence climatique », contrairement à ce qui vous est seriné dans les médias à l'heure actuelle, presque à la grandeur de la planète. Alors pour conclure le livre, il parle la deuxième partie, donc on parle de la réponse, enfin c'est traduit comme ça en français. Dans le chapitre 12 et 13, il parle de la chimère du zéro carbone. L'Amérique pourrait-elle atteindre une chimère? Alors c'est intéressant parce que ça introduit le prochain sujet qui est la COP27, la conférence des Nations Unies. Alors, y a-t-il une chimère du zéro carbone? D'après ce que vous dites, oui. Absolument. Et est-ce qu'on peut atteindre cette chimère? Voilà. Atteindre le zéro carbone, ça veut dire empêcher tous les êtres humains d'émettre du CO2 à partir de 2050, ce qui est complètement irréaliste. D'atteindre 8 milliards d'individus sur Terre, là. Oui, c'est ça. Regardez, juste pour vous donner un exemple, il y a plus qu'1 million d'êtres humains qui meurent chaque année par ce qu'on appelle le dirty cooking. Le dirty cooking, c'est des gens qui font la cuisine à l'intérieur, dans leur maison, dans leur cuisine, sur des réchauds au charbon, au combustible organique, ça peut être même des excréments d'animaux, ou même, j'ai vu au Yémen, des excréments humains qu'on utilise pour faire des barbecues à l'intérieur. Alors, ces gens-là dégagent du monoxyde de carbone, pas seulement du CO2, mais qui est un gaz qui est poison, ils s'empoisonnent. Pourquoi? Qui sont les coupables? C'est tous ceux qui les empêchent d'avoir accès à de l'électricité bon marché. Quelle est cette électricité bon marché? C'est celle que produisent les centrales, les méchantes centrales au charbon. C'est la seule forme d'énergie électrique que ces pauvres gens en Inde, en Afrique surtout, un petit peu en Chine,
ont les moyens de se payer, puis on le leur refuse. Donc, ils s'empoisonnent parce qu'ils n'ont pas d'électricité sur des réchauds au charbon. C'est criminel. Alors, voilà une des conséquences de la religion qu'on appelle le climatisme. Et ça, il va falloir qu'on se rende ça dans la tête. Il faut que les pays en développement aient accès, qu'on leur permette l'accès à l'électricité bon marché. Donc, la neutralité carbone, oui, c'est une chimère dans le contexte géopolitique et humain actuel. Alors, la plus grosse chimère, c'est l'accord de Paris, donc, mais qui produit encore des réunionites, comme on dit. Et celle qui a eu lieu, la COP 27, donc qui faisait suite à la COP 21, qui se tenait d'ailleurs à Glasgow l'année dernière, donc en Écosse. C'est la COP 27, donc Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022. Et entre le 6 novembre et le 20 novembre, mais entre le 15 et le 18, c'était une réunion avec les ministres. Alors, y a-t-il eu une décision prise et qu'est-ce qu'on peut penser de cette chimère qui poursuit, disons, son chemin, quoi, on va dire, comme une rumeur? On est rendu au numéro 27. Il y a eu 27 COP à date. Il y en a qui ont été plus importantes que d'autres. Tu as mentionné les accords de Paris. Ça, c'était la COP 21. Il y a eu la COP 15 en 2009 à Copenhague, hein, où on a voté 100 milliards de dollars par année pour financer des pertes dues aux catastrophes naturelles. Cette COP de cette année, je dirais, sa tonalité, elle était surtout financière. Euh, D'abord, tu as mentionné Sharm el-Sheikh. Je connais Sharm el-Sheikh. Moi, j'ai fait 3 voyages en Égypte à des moments différents. Là. Je suis allé une fois à Sharm el-Sheikh. Il y avait un Club Med à l'époque, dans les années 70. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est une station balnéaire de grand luxe au bord de la mer Rouge. C'est là où on trouve les fonds marins les plus beaux au monde pour les gens, les amateurs de plongée. Les hôtels sont très luxueux. Le Toronto Sun prétend que les chambres d'hôtel à l'hôtel Lamborghini, juste le nom Lamborghini, vous donne une idée peut-être du prix des chambres. Et pour la durée de cette conférence-là, là, 2 semaines, les chambres étaient à 6 000 $ la nuitée. Alors, ça vous donne une idée. Il y a eu, l'ONU prétend qu'il y a eu 45 000 présences à cette conférence-là. Euh, pardon, surtout des politiques, évidemment, des ONG, des organisations non gouvernementales, et beaucoup de jeunes également. Comment ces gens-là sont-ils arrivés à Sharm el-Sheikh? Est-ce que les bottines ont suivi les babines, comme on dit en québécois? Est-ce qu'ils sont arrivés à la nage, à pied ou en avion? Je pense que la plupart ont dû prendre l'avion, des jets privés. Combien de jets privés? Combien de tonnes de CO2 ont été émises par ces apôtres de la pureté climatique? On pourrait le calculer. Moi, je vais à Paris la semaine prochaine pour l'Assemblée générale annuelle de l'Association des climato-réalistes. Air Canada, quand ils m'ont vendu mon billet, m'ont suggéré de payer une redevance de 55,80 $ pour le CO2 que mon voyage va entraîner. Et puis, vu que je voyage en classe affaires, c'est 4 à 5 fois plus cher que le même billet, que la même redevance en classe économique. Allez savoir pourquoi. Donc, il y a des compagnies aériennes qui veulent donner bonne conscience à leurs passagers en leur suggérant de racheter leur péché carbonique à chacun des vols qu'ils vont faire. Donc, il y avait 45 000 personnes. Le Canada a délégué combien de personnes? Je ne sais pas, mais monsieur... 300. 300. 300, ah, c'est pas mal. Monsieur Guilbeault était là avec une délégation que moi j'ai appelée une escorte parce qu'elle était essentiellement féminine et pas n'importe quelle femme, des femmes des Premières Nations. Hein? Est-ce que ces Premières Nations, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il a choisi des gens, des femmes, essentiellement des femmes et des Premières Nations. Quel est le rapport entre les dommages créés par les changements climatiques et les Premières Nations? Je ne le sais pas. Bref, moi, j'aimerais bien voir le compte de dépenses que les fonctionnaires, les politiques et les ONG canadiennes vont présenter au retour de Sharm el-Sheikh, surtout à
000 la nuitée par personne. Il y a eu une chronique de Nathalie Grabilevi, tu vas voir, qui était très intéressant, le délire messianique de la COP 27, qui parle de 45 000 personnes provenant de 195 pays et 1919 organisations se sont déplacées pour l'occasion. La délégation du Canada comptait environ 330 personnes. C'est beau. Donc c'est assez précis. Qu'est-ce que ça va rapporter au Canada? Il y a une chose importante, Éric, qu'il faut souligner. Parmi ces 45 000 personnes-là, il y avait beaucoup plus de gens des pays qu'on appelle en développement que des pays riches développés comme le Canada, les États-Unis, la France ou l'Italie ou le Danemark, etc. Hein? Et c'est quand même significatif parce que une des grandes conséquences de cette conférence, c'est qu'on a convenu que les pays riches devaient payer pour les pays pauvres. Hein, c'est pas nouveau, ça. Et à titre d'exemple, la Colombie, qui est quand même un pays en développement, mais pas si misérable que ça, aurait, dit-on, réclamé 800 millions de dollars. J'ai le chiffre ici, là. Ouais. 800 milliards de dollars par année de dédommagement, pas millions, milliards. Et la Colombie n'est pas au bord de la faillite. Hein. Ils ont quand même des richesses pétrolières, ils ont des richesses minières, ils ont des ressources naturelles. Alors, si on fait le calcul pour l'ensemble des pays dits en développement, puis qu'on essaye de faire la part des choses, on arriverait à une facture, tenez-vous bien, 200 000 milliards par année que les pays riches devraient payer aux pays en développement. On n'a même pas tout cet argent-là à la surface de la Terre présentement. Alors, vous voyez le ridicule, mais c'est quand même une des conclusions de la conférence. Et on veut même établir un genre de comité, un organisme de transition, là, je ne sais pas où on l'établirait, qui ferait cette comptabilité-là. Le pays A doit tant de milliards au pays B pour tel dommage qui aura été causé par les changements climatiques. Par exemple, perte de récolte à cause de sécheresse ou encore à cause d'inondations. Les deux pôles seront évoqués au moment du calcul des dommages créés aux pays en développement par la faute des émissions de gaz à effet de serre des pays dits riches. Alors, vous voyez le chaos vers lequel on se dirige, qui peut assurer une certaine neutralité d'un organisme comme ça, qui devrait redistribuer une richesse, je dirais, ou des redevances à ceux qui a subi quel dommage, puis causé par qui? Il va falloir répondre à ces questions-là, hein? C'est des questions fondamentales. Tout à fait. Je crois que c'est une belle conclusion aussi. Alors je rappelle que nous étions avec Rénal Duberger pour parler du livre traduit en français Climat, la part d'incertitude de Stephen Hawking, qui était conseiller scientifique de Barack Obama et qui, effectivement, ça a été très intéressant de pouvoir rétablir l'intervention ou non, la non-intervention de Barack Obama, alors que plutôt les rumeurs étaient plutôt inverses. Et c'est très bien de rétablir ça. Mais aussi, on a mis en perspective la COP 27 avec la dernière réunion qui a eu lieu donc, du 6 novembre au 20 novembre, donc il y a quelques jours, et avec, qui met aussi en perspective l'article de Nathalie Grabilevi, qui est toujours brillante dans ses analyses sur l'actualité. Merci beaucoup. Et puis, un prochain sujet, peut-être ? La semaine prochaine, vendredi, je serai à Paris pour l'Assemblée générale annuelle de notre association des climato-réalistes et je pourrais peut-être vous en faire un compte-rendu, on verra bien. Et on fera ça peut-être à ton retour après. D'accord. Voilà, à bientôt. Merci Rénal pour ton analyse, vraiment très, très lumineuse. Merci beaucoup, merci messieurs, dames, pour votre attention et à une prochaine émission.